Et rebonjour à tous. Bonjour Boris. Salut Marcel, Comment ça va? ça va extrêmement bien. Pas trop stressé? Non, non, ça va. Avec la petite musique d'attente. Ah, j'ai adoré. Là, je voyais un petit peu bouger. C'était plutôt pas mal. C'était génial. Et je tiens à dire bonjour à ma maman qui est en train de dire bonjour dans le chat. Donc, Bonjour à la maman de Marcel. ouais, il y a même des spectateurs à côté qui sont en train de rire. Mais mais on a un petit décalage avec le son. Je ne sais pas si c'est le cas en régie. Donc, on continue. Mais comment ça va? Ça va bien, super Donc, bien. On va faire une petite interview. On va commencer par un petit tac au tac. C'est une habitude chez nous. Donc, je vais te poser une question et tu dois répondre du tac au tac. Ok, Est-ce que c'est clair? c'est très clair. Je suis très mauvais là-dessus, mais... Mais ça va être Super. hyper cool. Présente-toi en un plat. Euh, une blanquette de veau. Blanquette de veau. Ouais, Ça te rappelle des souvenirs ou ouais, c'est un plat traditionnel, tu vois, qui dure. qui dure Ouais. et donc tu dures aussi. Et Exactement. C'est vraiment quelque chose. La résilience, quoi. La résilience. Ouais. Ok, d'accord, quelque chose qui te définit. Ok, non mais plutôt cool. Est-ce que t'es app mobile ou app desktop? App desktop, plutôt. App desktop. Ouais. Ok, pourquoi? J'aime pas trop... j'aime pas trop... Enfin, en Quelque chose gros, qui je suis dure beaucoup aussi. sur mon laptop dans mon travail et j'aime bien ne pas avoir trop d'applications sur mon téléphone pour rester un peu dans la vie réelle. Voilà, j'utilise assez mon laptop, du coup, plutôt app desktop. Donc très peu le mobile, enfin moins le mobile du coup. Ouais. Ok, trop cool. Ton petit plaisir coupable. On a tous un plaisir coupable. Non mais c'est sûr. J'aime bien les séries un peu gnangnan sur Netflix, on va dire. Ok. Ouais, ou les séries un peu comédie à l'eau de rose, tu vois, un truc comme ça. Donne un nom. Là t'es obligé. Maintenant. Ah, Là tes Bridgerton. équipes. Là t'es obligé. Je sais pas, j'ai regardé la première saison de Bridgerton, D'accord. par exemple, ce qui est quand même assez gnangnan. Et t'as adoré. Et j'ai bien aimé, ouais. D'accord. C'est très Ouais. bien. Et Je suis éduqué dans une famille où on aimait bien ça, c'était une petite habitude de la famille, du coup j'ai gardé ça. Et t'as gardé ça Voilà. maintenant. Et maintenant, est-ce que tu peux te présenter? Je sais qu'on doit dire Boris Paillard et pas Ouais. Pillard. Non, Parce les que- Américains disent pillard et ça veut dire pilleur, donc c'est pas ouf. Donc, Non. est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Boris Paillard, je suis le CEO et un des cofondateurs du Wagon, que j'ai monté il y a 10 ans avec mon frère et un troisième associé technique. D'accord. Et on est un des leaders dans la formation immersive au métier du développement web et de la data. Voilà, c'est une boîte, on a formé plus de 15 000 élèves à travers le monde, dans 40 campus. On est classé premier sur toutes les plateformes d'avis d'étudiants, Course Report, SwitchUp. On a 95% de nos élèves qui trouvent un emploi en moins d'un mois à la fin de la formation. Et on a des anciens élèves qui ont monté des startups. Il y a 150 startups actives montées par des anciens élèves qui ont levé 800 millions tout ensemble depuis le début. Voilà, ça fait 10 ans et l'aventure continue. Et voilà. C'est des chiffres qui peuvent faire tourner la tête quand même. Ouais, surtout dans un business qui ne scale pas forcément facilement parce qu'on est dans la formation immersive avec beaucoup de professeurs. Donc ouais, ça a été une sacrée aventure de scale dans lequel le produit a joué un rôle important. Voilà, mais on aime toujours ce qu'on fait. On est passionné vraiment de transformer la vie des gens à travers de la formation et on continue à le faire. Mais comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel est ton parcours en fait? En fait, moi j'ai un parcours comme pas mal de gens qui lancent des formations un peu d'autodidacte. J'ai fait une école d'ingé, je faisais des mathématiques. Et je me suis retrouvé un peu en 2008 comme tous les gens qui ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire, donc en finance de marché, parce que c'était un peu l'Eldorado. Quand tu ne savais pas quoi faire de ta vie et que tu n'étais pas mauvais en maths. J'ai fait 3 ans en banque d'investissement et je m'ennuyais comme un rat mort. Et en fait, j'avais plein de potes qui lançaient des startups, qui étaient dans la tech, qui développaient. Et je me suis dit, il faut absolument que je change de carrière. Je ne sais pas si je rejoins une boîte sur un poste produit dev, lancer ma propre structure. Et moi, le premier réflexe pour moi, c'est je me forme au code. Donc j'ai appris à coder à ce moment-là. Ok. J'ai développé des petites applications le soir et le week-end juste pour m'entraîner avec ces potes qui étaient un peu mes mentors. Et en fait, moi j'ai toujours adoré la pédagogie. J'étais prof en particulier de maths, de physique. Même en banque, j'allais expliquer des trucs un peu compliqués aux équipes opérationnelles. Et en apprenant à coder, je me suis dit, putain, c'est dingue, il y a vraiment une façon d'enseigner ça de façon hyper intensive et un peu nouvelle et hyper orientée produit. Trop bien. Voilà. Et ça a été le déclic, j'ai fait, vas-y, j'arrête la banque et je vais pas me reconvertir, je vais pas essayer de chercher un boulot, je vais lancer une structure de formation sur le dev. Et t'as commencé par quel langage
Moi, comme je voulais faire vraiment du produit, j'ai commencé par Ruby on Rails parce que Ruby, c'est vraiment le. Il faut être assez humble quand tu apprends le code. Et Ruby, c'est vraiment un langage qui est très simple en termes de syntaxe. Donc, pour vraiment avoir des fondations solides, c'est un super choix. Et puis, Rails, c'est un framework. Bon, c'est utilisé par des boîtes comme Getaround, donc il y a des grosses trucs, des gros scale-up qui utilisent ça. C'est très répandu dans la Silicon Valley aussi. Et c'est vraiment le framework pour vite prototyper un produit. C'est pas du no-code, mais on va dire c'est peut-être le plus proche du no-code en termes de dev. Et moi, je voulais faire je voulais vraiment coder, pas juste pour coder de façon académique, mais pour développer des produits. Donc j'ai commencé par ça. Mais c'est fou aussi de monter une structure avec son frère, avec la famille. C'est pas des fois difficile de se dire les choses avec sa famille parce que ça peut se clasher très fort parce que forcément le lien familial. Ouais, t'as toujours de toute façon des plus, tu vois, des pros et des cons. Le truc super, c'est que ça casse jamais le lien avec. Donc dans un business de formation, moi je suis comme un CEO en particulier, j'ai été prof pendant 4 ans au wagon. Tu vois, quand on a lancé Londres, j'allais une semaine sur 2 donner cours là-bas. J'ai vraiment été hyper impliqué dans les formations. Et en même temps, quand ton business il se développe et que toi tu es hyper opérationnel, il y a des moments c'est un peu chaud. Et avec ton frère, ça casse jamais, Donc ça, c'est le vrai côté positif. Après, ouais, ça a un peu monté dans les tours parfois, mais ça reste en famille, donc ça se calme. Et tu parles de produits, mais comment est-ce que vous avez itéré justement sur la manière de former les gens? Quelle était votre approche? Est-ce qu'elle a évolué aussi avec le temps? Ouais, en fait, nous, on a une approche très organique. On voulait pas faire du online massif, du MOOC, du Open Classroom ou du Coursera. On voulait faire de la formation vraiment au début en présentiel, 9 semaines, un prof pour 10 étudiants, vraiment. Il faut que tu arrives à avoir le niveau où tu trouves un boulot en développeur junior au bout de 2 mois. Donc on a fait un premier programme que j'avais construit avec mon CTO qui lui était un polytechnicien qui a été développeur chez Google, qui avait été développeur aussi en startup. Donc lui, il avait vraiment le background technique. Parce que moi, j'étais un bon pédagogue, mais quand même, j'ai pas été dev. Donc en gros, je manquais un peu de profondeur sur le sujet. Et on a fait une première cohorte en 2014 à Paris. Et depuis, on a itéré, je sais pas, 2000 fois sur le programme. Je parle juste du programme web. Après, on a un programme en data sur lequel aussi on itère tout le temps. Mais ouais, tu passes ta vie à itérer. Et le fait de donner cours à des vrais gens, ça fait que tu itères beaucoup plus sur ton contenu. Parce que le problème du online, c'est que tu fais un cours, tu le vends, et après, tu as un peu la flemme de l'améliorer. Et la tech, ça évolue tellement vite que faire du live avec des vrais profs, c'est la meilleure façon d'itérer pour rester toujours sur les meilleurs programmes. Et vu que vous êtes dans plusieurs pays, est-ce que vous avez des cours différents? Parce que l'avantage de la tech, c'est que quand tu parles un langage, qu'importe que tu sois en Inde, en France, aux États-Unis. En Chine, il y a des petits sujets de technologie, mais pas les mêmes, mais effectivement. Est-ce que les courses sont les mêmes? Est-ce que vous vous adaptez finalement au pays? Parce que est-ce qu'il y a des spécificités selon les pays? Comment est-ce que vous faites? Ouais, au niveau du produit, tu as raison, la tech, c'est la tech. La façon de bien enseigner la data ou le développement web, c'est partout pareil. Ce qui change, nous, on a une plateforme on n'est pas une boîte tech, mais on a quand même construit une plateforme. On a 10 développeurs une quinzaine de développeurs même depuis 10 ans. Okay. Et ça a été une plateforme qui permet de scaler un business physique. Donc, c'est pas un truc pour faire du online, c'est vraiment en support de la formation. Parce qu'on a un business où la réputation, c'est super important. Je veux dire, quand c'est une vraie décision des gens, tu vois, de dépenser pas mal d'argent, de prendre 2 mois de leur vie, ils vont regarder toutes les reviews. Tu peux pas te permettre de faire une erreur sur ton campus de Tokyo ou de Berlin. C'est sûr. Et donc la tech, ça nous a permis vraiment de construire une plateforme qui standardise vachement le truc pour avoir des NPS 80-90 sur chaque cohorte depuis le début. Et ça nous a aussi permis de rajouter les vidéos de cours en espagnol, en portugais brésilien, donc dans plein de langages différents. Et ce qui change, c'est juste la langue d'enseignement. Mais après, les supports d'exercice, tout ça, c'est en anglais, parce que ça reste la langue du code. Si tu veux aller sur Stack Overflow, après c'est des threads en anglais et pas en espagnol. Donc il faut savoir lire l'anglais. Du coup, c'est standardisé presque internationalement finalement. Ouais, tous les supports écrits sont en anglais. Après, les vidéos de cours qui sont juste pour que les élèves puissent remater le truc le week-end. Même ils ont des profs qui font les cours en live. Mais tout ça c'est fait dans la langue locale. À Paris, c'est en français. Au Brésil, c'est en portugais. Enfin voilà, selon le pays. Vous avez ouvert d'abord donc la partie dev. Ensuite, il y a la partie data. Ouais. Pourquoi pas le product avec
Là, on voit l'émergence de Noé, Ouais. John Maestro, Ouais. pour ne citer que. On voit aussi d'ailleurs Schema qui commence à ouvrir pour l'année prochaine leur premier master en Ouais. product management. Il y a quand même le vent en poupe sur cette partie-là. Est-ce que c'est une volonté? Pas du tout une volonté. Est-ce que vous vous êtes penché dessus? Pas du tout. En fait, c'est une super bonne question et c'est des trucs qu'on regarde. À la base, nous, on regarde vraiment enfin, tu vois, on se base un peu sur le marché de l'emploi. Donc en termes de volumétrie, le gros du besoin, c'est sur des développeurs, des data analysts. C'est là où, pour un PM, tu as généralement plusieurs développeurs. Ouais. Donc si Pour tu une regardes équipe Scrum, ouais, voilà, les complètement. volumes de recherche d'emploi, c'est plutôt sur ces métiers-là. Euh, Il y a une question de maturité d'écosystème Mhm. et aussi qui permet d'enseigner ça sur 2 mois. Tu vois, la data, il y a 10 ans, en fait, ça restait quelque chose qui était réservé à des gens qui avaient des backgrounds académiques parce qu'il n'y avait pas tous les outils cloud, toutes les librairies de machine learning qu'il y a actuellement. Donc c'était un peu en retard fatalement parce qu'il fallait d'abord digitaliser les produits pour générer de la data et ensuite créer tous les outils pour pouvoir process et extraire des choses de cette data. Donc c'est un peu ça des trends, des momentum aussi de l'industrie qui est assez mature pour pouvoir enseigner ça en 2 mois. Donc tu as cette tendance-là. Et après, nous, voilà, on se regarde, c'est les volumes de recherche d'emploi. Et c'est vrai que nous, on n'a pas un positionnement. Tu vois, nos programmes, c'est pas développeur web, c'est développement web. Ouais. Tu regardes notre programme, c'est pas data scientist ou data analyse, Mm. c'est data science. Et on a une approche plus ouverte où du coup, tu as des gens, on a plein de. D'ailleurs, chez vous, on a des PM qui ont fait le wagon, Ouais. le programme de développement web. Complètement. Donc on va attirer des gens finalement qui savent, qui sont un peu matures dans leurs décisions, Mm. qui ont une bonne background technique et qui veulent être PM en étant très matures sur leur projet. Évidemment qu'aujourd'hui, Noé, je pense que c'est un choix tu vois, qui est hyper, qui est hyper adéquat pour des gens qui recherchent vraiment aussi le background technique. Mm. Euh, le bootcamp du wagon, c'est aussi un choix. Donc on a pu raisonner par grands ensembles de métiers D'accord. et pour pas fermer des débouchés sur un seul job. Et en pratique, sur une promo, tu as, je sais pas, 60% de développeurs, 20% d'entrepreneurs, 20% de PM, tu vois, c'est un peu réparti comme ça, quoi. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes d'avoir fait ou de ne pas avoir fait en tant que CEO de Le Wagon? Euh, Là, ça arrive, c'est vrai qu'on a. Moi, j'ai toujours envie d'innover. C'est vrai on a vite scalé géographiquement dans plein d'endroits différents dans le monde. Et en fait, tu peux pas en même temps lancer plein de nouvelles offres. Donc là, nous, on est en train de lancer un bootcamp en data analyse, product builder en 2024. Ok. Je pense qu'on ira sur les métiers des verticales produits ou design un peu dans la foulée, mais on reste quand même avec un ADN très technique. Donc pour nous, analyse de données, no code, c'est plus proche de notre ADN. On a plein de gens qui font du no code après les bootcamps du wagon, Mm. parce que le code est une super entrée dans le no code. Il y a plein d'ex-codeurs qui deviennent no codeurs. Mm. Donc ça, je regrette un peu de ne pas avoir lancé ça de façon un peu plus lean dans le passé, mais bon, tu peux pas tout faire, malheureusement. Et on parlait d'éco-conception avec le premier talk de la journée. Est-ce que c'est quelque chose que vous commencez à mettre en avant de plus en plus sur la partie web développement et même data analyse, Ouais. ou pas du tout en termes de cours, en termes de formation? Sur la data, alors je réponds peut-être pas très bien à la question, mais sur la data, tu as plein de cours sur data éthique, enfin Ouais. tous les enjeux de la donnée. Et en termes, et après c'est vrai que là il y a un lien plus entre les milieux d'impact et la data, il y a un lien très naturel. Il y Mm. a plein de communautés comme Data for Good, donc on a beaucoup de projets aussi d'élèves qui sont autour de l'impact sur la data. Mhm. Euh, Sur le dev web, c'est vrai que pour l'instant c'est pas vraiment quelque chose qu'on a introduit dans la pédagogie, quoi. Nous c'était vraiment développement de Développement. produits. Mm. Et justement, en termes de développement de produits, forcément, il faut qu'ils parlent avec des PM. Du coup, il y a des méthodologies autour de ça. Est-ce que vous leur enseignez les bases de l'agilité avec les frameworks Scrum, Kanban, Scrumban, pourquoi pas après peut-être du Safe et autres frameworks, ou pour l'instant c'est vraiment les bases du développement, la manière de penser, développement, de l'orienter objet, des choses comme ça. Comment vous fonctionnez? En fait, historiquement, nous on raisonne pas ce que font enfin, quand tu fais une formation, tu peux raisonner en bloc de compétences. Donc c'est de mapper, je sais pas, tous les tags de skills ou les outils, et puis tu dis je vais faire un module tel outil, tel truc, un module tel soft skills. Nous on a plus ce truc en fil rouge, c'est apprends tout ce qu'il faut pour shipper un produit sur une vraie URL, sur un vrai domaine, avec je sais pas, avec tout ce qu'il faut, toutes les features qui marchent, du test pour tester ton code, enfin, et le truc il est utilisable. C'est vraiment ça tu vois l'objectif final de la Ok. formation.
Et autour de ça, on a un product sprint en Figma, on fait pitcher, on fait pitcher des projets. Ok. On apprend vraiment tout le workflow collaboratif et gestion de projet. Donc un peu splitter toutes tes features un peu en user story, tout le workflow sur GitHub, comment tu collabores avec ton équipe technique. Donc il y a ça qui est distillé, mais toujours dans une logique de développement et donc sans forcément mettre des mots comme Scrum et tout ça dessus, plus les introduire parce que ça fait sens par rapport à l'objectif, quoi. Donc ils vont même jusqu'au pipeline de déploiement sur de la CI/CD et aller jusqu'à la mise en production finalement de. Ouais, mais du coup c'est pas des brutes, c'est pas du project management un peu plus high level, Notion, mais ils ont tout couvert et ils sont aussi sur le workflow technique. Et souvent là où peut-être des PM qui manquent de background technique peuvent être un petit peu limités dans leur compréhension du travail d'une équipe de dev, tu as aussi toute cette partie-là qui est très concrète parce que tu l'as fait, quoi. Tu as été dev toi-même de ton équipe, tu as implémenté quelque chose. Donc ça change pas mal de choses. Ok, trop bien. Et est-ce que c'est quoi finalement vos personas que vous accueillez le plus généralement? Est-ce que vous avez différents types de personas? Est-ce que toutes les personnes finalement qui rejoignent le wagon sont toutes à peu près le même type de persona? Vous voyez quoi? Donc c'est vrai que quand on est vraiment basé à Paris, il y a une image très entrepreneuriale du wagon, tu vois, très entrepreneur qui monte une boîte qui lève de l'argent, parce que c'est vrai qu'on a ce réseau-là, et dans les 150 entreprises qui ont levé après le wagon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises parisiennes. Donc ça nous donne cette image qui est toujours vraie, mais en fait cette audience-là, elle a vachement réduite depuis 10 ans. Et en fait, pour faire simple, on a plein de profils qui sont en reconversion, et là-dedans, tu as de l'ancien consultant ou banquier qui veut lancer son projet ou choper un boulot dans la tech, mais tu as aussi des reconversions plus lourdes de gens qui étaient dans le cinéma, dans l'édition, qui faisaient de la prod musicale et qui veulent changer de carrière. Tu vois, la semaine dernière, il y avait un article sur un chauffeur routier qui est développeur software maintenant pour beta.gouv, le truc de dev de l'État. On a notre élève de Paris, Louis, qui était musicien, maintenant qui est CTO d'une start-up. Donc voilà, on a vachement. Donc ça, c'est des profils en reconversion. Et on a de plus en plus des profils qui ne sont pas juste des consultants et des banquiers, mais vraiment des vraies reconversions. Et après, tu as les jeunes diplômés qui sortent d'école et c'est pareil. Tu as celui qui veut s'ajouter, tu vois, le wagon sur son CV pour avoir un boulot plus stylé, direct. Et puis tu as aussi celui qui a fait des études qui, malheureusement, en France, n'ont pas trop débouché. Donc là, il y avait un vrai enjeu, on va dire, de reconversion, alors que tu n'as même pas commencé à bosser, et qui va aussi faire le wagon pour, du coup, se reconvertir immédiatement, quoi. Donc ça, c'est plus la cible jeune diplômée. Et puis maintenant, tu as aussi une cible plus indépendant. Je sais pas, t'es designer, tu veux augmenter tes prestats. Donc ça, c'est une cible qui bosse déjà d'indépendant, de freelance, qui veut vraiment augmenter son offre, quoi. Et est-ce que vous allez rester que sur des modèles de cours en physique ou est-ce que vous allez justement commencer à donner des cours à distance avec Metaverse? Je faisais la table ronde juste avant sur le Metaverse. Est-ce que c'est des choses qui vous tentent ou pas du tout? Ouais, en fait, là, on a fait, avec le Covid, on a fait, tu vois, 1 an et demi de cours en ligne, en remote. Et notre plateforme pédagogique, contrairement, en fait, les bootcamps, il n'y a aucun bootcamp sur la planète qui a une équipe de 15 développeurs. Ça n'existe pas. Donc nous, notre force, c'est qu'on a une plateforme pédagogique où tu as toutes les ressources pour les profs, pour les élèves. Et ça permet de faire du online, mais vraiment qualitatif, parce que tu n'as aucune friction. Tu n'envoies pas un lien vers un Slack, je sais pas quoi, où en fait, dans la journée, tu en as trop marre, parce que toutes ces petites interactions, elles t'usent. Donc on a réussi à faire du online pendant le Covid, avec des NPS à 80. C'est juste qu'on a besoin un peu de restructurer notre offre en ligne pour plus de flexibilité. Parce que c'est pas juste je prends mon bootcamp de 400 heures, je le mets en ligne. C'est aussi les gens qui bossent, peut-être qu'ils peuvent pas tout le temps le mardi soir. Donc là, on est en train vraiment de bosser sur un produit en ligne avec plus de flexibilité. Et l'autre truc qu'on a fait la semaine dernière, on a racheté une boîte de formation qui s'appelle Emile. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, qui est une super boîte qui a 1 an et demi, donc une petite structure. Et eux, ils sont plus sur des formats courts, donc 2 soirées par semaine sur 2 mois, sur des sujets data no code. Donc ils ont des trucs de marketing automation, product analytics, tu vois, des formats plus pour des professionnels qui veulent monter en compétences. Et ça cartonnait bien. Et eux, c'est que du online. Et donc c'est une boîte qu'on a rachetée parce qu'on veut avec eux développer vraiment cette gamme plus courte pour les gens qui veulent pas de la reconversion, tu vois, de 400 heures pour changer de métier, mais qui, je sais pas, sont au marketing et sont un peu limités dans leurs compétences data,
sont au produit et en fait, pareil, n'ont pas de compétences data et veulent un peu savoir faire une analyse de cohorte ou des choses comme ça, classiques d'analyse de données produits. Voilà. Donc ça, c'est aussi des cours en ligne, mais aussi plus réduits qu'on va lancer avec Émile, puisque ça fait partie du wagon maintenant. Et c'est quoi l'avenir pour toi de Le Wagon? Bah, finalement, c'est vrai que quand tu es une boîte de formation, là, on est presque 200 en interne, tu vois, on a 5000 élèves par an. Enfin, c'est un truc, entre guillemets, tu peux pas pivoter comme ça. C'est pas un service, tu vois, Uber, tu cliques, enfin, quand tu as un élève, tu l'as pour 2 mois, quoi, avec toi, tous les jours, 24 heures sur 24, enfin, pas 24 heures, 10 heures par jour. Ça serait bizarre. Du coup, l'avenir, c'est continuer à bosser sur l'offre, être plus innovant avec ces modules courts et ajouter de la valeur tout au long de la vie de quelqu'un pour pas juste être sur la reconversion, tu vois, initiale, mais après accompagner des professionnels tout au long de leur vie pour qu'ils montent en compétences sur des métiers qui, là, on parle de nos codes, je sais pas quoi, mais dans 3 ans, ce sera probablement autre chose. Donc, arriver à suivre pour vraiment accompagner les gens tout au long de leur vie, être le leader là-dessus. Et puis, sur la formation entreprise, il y a un énorme enjeu. Tu as, je crois, les stats sur 2030. En 2030, tu auras 500 millions de travailleurs du savoir, knowledge workers, qui seront obsolètes dans leur boulot et qu'il faudra tu vois, faire monter en compétences. Et tu peux ajouter autant de wagons que tu veux, autant de. Ça fait pas. Si tu sommes tout ça, ça marche. Ça fait pas 500 millions de personnes. Donc l'enjeu, il est massif. Après, bon, quand tu es une boîte de formation, il faut aussi bosser sur les financements publics pour enlever la barrière du prix. Il faut bosser sur les relations recruteurs pour changer les mentalités et qui ne recrutent pas que des bacs plus 5 issus de grandes écoles. Donc tu as une mission qui va un peu au-delà de ce que tu fais naturellement que la formation, c'est que tu te retrouves à faire du pôle emploi et, euh, et travailler avec les boîtes sur leur mentalité pour le recrutement. Donc finalement, tu es obligé d'aller un peu faciliter des trucs qui au début sont pas ton boulot, qui est toi de faire la meilleure formation possible à des gens. Si tu devais dire un mot aux personnes qui hésitent justement à passer le pas, de se dire j'aimerais me former, j'aimerais changer de métier, mais je pense que la formation ne m'aidera pas parce que je ne trouverai pas du travail après, parce que je ne pourrais pas devenir développeur en 2 mois, ou qu'est-ce que tu pourrais dire pour ces personnes-là? Je pense qu'il y a toujours un petit saut dans le vide quand tu fais quelque chose comme ça. Ouais. Après, quand tu as. Et il y a aussi des arnaques dans le milieu de la formation. Ça, c'est sûr. Faire le CPF, c'est un délire. On se fait un petit peu harceler. Tu as vu la nouvelle campagne de Open Classroom là, dans le métro? Non, je ne l'ai pas vu. C'est allô, je viens de vous parler pour votre CPF. Et ensuite, évidemment, elle est pas mal. Tu pourras regarder. En fait, donc c'est un saut dans le vide. Il faut choisir des gens de confiance. Tu vois, nous, on a 15 000 alumni, 95% de taux d'embauche. Il faut garder un peu. Et surtout, il faut contacter des anciens élèves. C'est le seul truc. Et ça va te permettre de donner de la réassurance. Et c'est une démarche. Tous nos élèves, ils ont commencé par se former sur un peu de Codecademy, un peu d'Udemy, je sais pas quoi. Faut s'éduquer un peu soi-même déjà avec YouTube, commencer à mettre les mains dedans pour savoir ce qui te plaît un petit peu. Après, c'est pas grave si tu sais pas exactement que tu veux être UX designer, product manager ou je sais pas quoi. Il y a des formations comme le wagon qui sont assez généralistes, mais il faut commencer un peu à faire l'effort de se motiver tout seul et discuter. Enfin, faut discuter avec des gens, quoi, des anciens élèves. Aller sur le site du Zéro à l'époque, commencer à développer en C. Site Zéro qui est Open Classroom du coup. Oui, ouais. Maintenant, complètement. Merci infiniment. Merci à toi. Et on se retrouve juste après pour la table Les Licornes, mythe ou réalité, animée par Rémi. Mais avant, une vidéo, le rewind, du coup le premier rewind de cet épisode. Ciao.